fait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. 02 62 234 567. Messieurs, vous êtes en direct sur RTL Réunion pour intervenir à la refaire cette réunion. 6500 également. Et on débute tout de suite les débats, si vous êtes d'accord, avec Alex. Vous avez prévu bonjour, de donner la parole à Jean-Louis Rabou. Mais oui, c'est vrai. Vous l'avez aussitôt retiré. Bon, même sur Rabou, allez-y. Non, je donne la parole à Alex en ce jour de Ramadan, jour de fraternité et de partage. Je donne la parole avec beaucoup de plaisir à Alex. C'est gentil. Désolé, Jean-Louis, je serai. Non, pas du tout, mais n'y voyez aucune amertume de ma part. Simplement, je veux être fidèle. C'est Ramadan, c'est fraternité, c'est partage. Je partage avec Alex en lui donnant la parole. C'est gentil. Nous partageons. Alex, quelle chance. Vous êtes béni par Jean-Louis Rabou. Merci, bonjour messieurs. Dire Alex. Je vais faire assez court, je voulais vous répondre parce qu'hier vous me parliez de l'histoire qui serait toujours écrite par les vainqueurs et M. Rabou évoquait le fait qu'il y aurait toujours plusieurs lectures possibles de l'histoire. Je vais vous donner un petit sujet de méditation pendant cette période de Ramadan. C'est très contestable cette histoire de lecture de l'histoire. Et justement, au niveau européen, on a une spécialiste de ces sujets, elle s'appelle Viviane Reding. Et pour vous situer le personnage, Viviane Reding, c'est une luxembourgeoise qui est en juillet 2013. Elle était commissaire européenne et surtout vice-présidente de la Commission européenne. Elle a déclaré à l'Assemblée nationale française, devant nos députés, qui étaient pour certains complètement médusés, elle a déclaré « Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale, il n'y a plus que des politiques européennes partagées dans une souveraineté commune. » Bon, voilà. Et sur ce même sujet, elle en a remis une couche il y a 2 ans sur Euronews, elle a déclaré « 75 à 80% des lois nationales viennent de l'Union européenne. » Ça vous rappelle quelque chose, je vous l'ai déjà dit à l'antenne. C'est ce que l'UPR martèle sans cesse, au fond, que ce soit El Khomri, Macron, Valls, Hollande, Sarkozy, Juppé, tous ces gens, ils jouent une alternance de façade et en fait, ce ne sont que des exécutants qui collaborent au projet européiste. D'ailleurs, le mot collabo, au passage, il est venu de là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait pour certains de collaborer au projet de construction européenne préparé par les nazis. Normalement, quand on a perdu une guerre, on subit, on ne collabore pas, vous voyez. Bref, j'en viens à un autre sujet, l'histoire. Viviane Reding. C'est un grand détour, ça. Oui, mais c'est important de présenter le personnage. Viviane Reding, quand elle était commissaire européen chargé de l'éducation nationale, de l'éducation, et de la culture, le 5 mai 2000, elle a déclaré, vous trouverez ça sur Internet, elle a déclaré « Je suis persuadée que la construction européenne prendra de plus en plus appui sur une relecture et une compréhension nouvelle de son histoire, pour mieux répondre aux détracteurs de la coopération européenne. » Cette relecture de l'histoire européenne doit être entreprise non seulement dans le cadre des actions communautaires en faveur de la culture, mais également dans d'autres programmes d'encouragement, par exemple dans le domaine de l'éducation, de la recherche ou de la société d'information. Bon, en 2 mots, ça veut dire que ça ne gêne absolument pas une commissaire européenne de parler clairement de modifier les manuels d'histoire à des fins politiques. Et j'en viens à ma question, Quand l'Union européenne fait une relecture de l'histoire, quand elle réinterprète l'histoire pour apporter une légitimité au régime politique en cours, est-ce qu'au fond, elle ne s'inscrit pas dans un processus dictatorial et totalitaire comme le faisait l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique ? Question posée. Merci Alex. Réponse de Jean-Louis. Non, toujours pas de réponse. Vous citez Viviane Reding, on peut citer 1000 personnes. Et Alex, ce n'est pas vous offusquer, mais vous m'avez interpellé. Je veux dire, c'est évident que l'histoire, c'est une lecture plurielle. C'est pour ça qu'il y a des historiens qui quotidiennement débattent, que ce soit à l'université ou ailleurs. C'est ça l'intérêt du travail de l'historien par rapport au travail, par exemple, du journaliste qui travaille sur l'instant. Et encore, même le journaliste peut avoir plusieurs lectures d'un même événement. Donc ne parlons pas de l'historien. Après, Viviane Reding, elle a dit, elle s'est contredit, elle a dit, elle a redit. C'est une personne que vous citez, on peut en citer d'autres. C'est ça le problème de l'histoire. Lesquels pouvez-vous citer, Jean-Louis ? On citait plein de... Hier, une seule, ça nous suffira. Citez-nous une personne, ça suffira. Nous, Olivier, une seule. Et votre savoir et votre outrecuidance... Non, vous dites qu'il y en a plein, je vous demande de nous en citer une seule. Je ne demande pas 25, une seule. Nous, Olivier, vous brillez tellement que le soleil est dans ce studio, tellement vous êtes lumineux. Et vous voulez mon prénom, je vous demande le nom d'une personne qui est en histoire pour avoir une vision de l'histoire contraire à celle que vient de défendre Alex. Seule personne. Olivier, un historien. Olivier, respectez Alex. Je répondais à l'interpellation d'Alex
au même titre que hier ou avant-hier, je lui parlais de Jean Moulin. Il y a aussi des gens adeptes du complot qui ont estimé que Jean Moulin, des gens ont écrit des ouvrages sur Jean Moulin qui aurait été en réalité un collaborateur. Tout ça pour dire, je prends ce cas extrême, parce que l'histoire fait dire une chose et son contraire. Ensuite, il y a l'évolution des choses, comme il y a l'évolution de la langue. Le mot race existait dans les dictionnaires, et là c'est pas l'histoire, c'est la langue il y a 20 ou 30 ans. La race aujourd'hui n'existe plus parce que les choses changent. C'est comme la lecture de la religion, il y a plusieurs lectures et surtout plusieurs époques. C'est tout. Mais que l'historien soit pluriel, Olivier, je suis désolé, c'est une évidence. Mais donnez-nous le nom d'un seul historien. Alors sortons des approximations pour rentrer, Alex, dans la précision. Et sortons aussi du communautarisme militant, des obsessionnels de l'identité, qu'ils soient racistes ou antiracistes. Lisez Wikipédia, Olivier, allez-y, commencez. Non, c'est de la merde. Wikipédia, c'est pas ce que je lis. Moi, je lis des ouvrages sérieux. J'ai des références qui sont sérieuses. Si vous lisiez un peu plus, vous pourriez être sans doute un peu plus informé. C'est vrai que vous avez fait Polytechnique. Pour nous donner sans doute des exemples précis d'historiens. Je termine simplement là-dessus. Merci beaucoup, Alex, de cet éclairage historique sérieux. Vous n'êtes pas dans l'approximation, mais dans la précision. Moi, je vous rappelle aussi la terreur rouge de l'URSS au Cambodge, en passant par la Chine et la Corée du Nord. Et puis, le 4 novembre 1956, les chars soviétiques qui sont entrés dans Budapest pour réprimer les velléités d'indépendance. Il y en a d'autres. Vous avez aussi la Corée du Nord. Vous avez plein de pays et les maoïstes révolutionnaires. Donc, merci en tout cas, Alex, de ces précisions et merci de donner de vraies références historiques sérieuses. Oui, Jean-Louis. C'est vrai que, je suis désolé, mais vous m'avez interpellé, nous, Olivier. C'est vrai que j'ai eu entendu à ce micro qu'Hitler était un socialiste. À partir du moment où on a entendu ça, on peut en effet tout entendre de vous. Mais je le répète évidemment, et toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui nous écoutent. Coluche, nous, Olivier d'extrême droite. Cessez, s'il vous plaît, de m'insulter, de m'injurier à longueur de journée. Ça suffit, nous, Olivier. Alors taisez-vous, écoutez-moi attentivement, parce que je suis excédé par votre comportement. Je répète, Alex, et je dis simplement aux auditrices, aux auditeurs de RTL Réunion, à mes frères et à mes sœurs réunionnais. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs. Taisez-vous, s'il vous plaît. Que le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, s'appelait le Parti national socialiste. Voilà, ça c'est une réalité historique. Le Parti national socialiste, c'est le parti nazi. Voilà. Merci. Je vous en défais, Jean-Louis Rabon. Alex, merci de votre appel qui a mis le feu. Oui, le débat, c'est pas mal. Merci, bonne journée à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir, Alex, bonne journée. Suivons avec Bruno. Bonjour à vous, Bruno. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Bonjour, Bruno. Ramadan Moubarak à tous mes amis musulmans. Éric Michel, faut sortir la baguette d'instituteur parce que vous avez 2 enfants turbulents qui d'ailleurs ne répondent pas à la question. On arrive au point Godwin dès le début de l'émission. C'est assez terrible, on parle d'Hitler dès le début. J'ai sorti le carton. Alors qu'en fait, Alex parlait effectivement de l'Europe et de la perte de la perte démocratique que l'Europe engendre sur l'ensemble des nations européennes qui participent à cet élan. En fait, oui, parce que si on regarde bien, tous les textes pondus par l'Europe, les directives européennes sont rédigées par les lobbyistes, et les lobbyistes deviennent commissaires, et les commissaires deviennent lobbyistes. Bref, il n'y a plus de démocratie. C'est ce dont Alex voulait parler, mais vous n'avez pas entendu exactement le même discours que moi. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. And now I'm a freelance. And the question that I wanted to ask Ms. Redding was that in the debate in Stockholm, you responded to an audience member who was querying whether the EU was good for value by saying that 80% of Swedish laws were in fact not Swedish, but European, according to the transcript. And I was wondering whether, is this true across all the EU, or do the Swedes get special treatment? Nobody gets a special treatment. All citizens are equal and all member states are equal. But yes, I do not know if it is now 80% or if it is 75%. The truth is that most laws which are applied and executed, implemented at national level, are based on European laws, directives, which then have to be translated into national laws. So the biggest part
of the legislation which is applied in a given member state, in one of the 28, is decided by the European Parliament in co-decision with the Council of European Ministers. And that is why it is so important that people are aware of the power which they entrust to the European parliamentarians, who in a majority vote can decide upon the laws which afterwards are applied or not applied in the European member states. Bruxelles, toujours, quelques jours plus tard. Les huissiers ont rangé leurs uniformes. Les limousines sont au garage. Les chefs d'État sont partis. Les journalistes aussi. La capitale de l'Europe reprend sa routine. Voilà. Allez. Moi, je suis toujours là. Bonjour. Ça va bien? C'est l'heure des nouveaux maîtres de Bruxelles. Comme Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Pour cette fonction, il est payé 20 667 € par mois, près de 2 fois ce que gagne François Hollande. Bonjour, ça va Michel? Short sleep. Ce matin, Michel Barnier retrouve les autres commissaires européens pour la réunion du collège, l'équivalent du Conseil des ministres en France. À ses côtés, les autres commissaires, de parfaits anonymes pour la grande majorité des citoyens français. Et pourtant, ils disposent d'un pouvoir réel sur notre vie quotidienne. Voici le Belge Karel de Gucht, commissaire au commerce. De la voiture Peugeot à la vaisselle en céramique, en passant par les briquets, il a le pouvoir de protéger ou non les produits made in France, en taxant ou pas la concurrence internationale. L'Espagnol Joaquim Almunia, très redouté, car il traque les aides publiques illégales, autant que les monopoles des multinationales. À son palmarès, des millions d'euros d'amende infligés à la France, mais aussi à de grandes entreprises comme Microsoft. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la Commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Nous sommes dans le rôle de facilitateur. Nous faisons des propositions avec le collège dont je fais partie, qui généralement se trouve, grâce à la collégialité, pas très loin, le plus près possible du centre de gravité de l'intérêt général européen. Clairement, quand vous êtes commissaire européen, dans le rôle d'un ministre européen, entre guillemets, vous êtes au milieu du jeu européen. Vous n'êtes pas seulement du côté d'un pays avec ses idées, ses propositions. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps.
On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune.